Pour mon anniversaire, maman m'a envoyé le même SMS que l'année précédente. Les mêmes mots, la même faute de frappe. J'ai vérifié. Elle ne l'avait même pas retapé. J'ai répondu « Merci, maman ». Je suis resté assis dans ma voiture pendant 40 minutes. Je m'appelle Elliot. J'ai 32 ans. Et je veux vous parler du moment où j'ai réalisé que ma mère faisait le strict minimum pour m'aimer, et ce, probablement pendant toute ma vie d'adulte. Et je ne dis pas ça de façon métaphorique. Je veux dire qu'elle a littéralement copié-collé un SMS d'anniversaire de l'année précédente, avec la faute de frappe et tout le reste, pour me l'envoyer comme si je n'allais rien remarquer. Comme si j'étais un client à qui elle envoyait une lettre d'information trimestrielle. Joyeux anniversaire, mon chéri. J'espère que ton année sera incroyable. C'était tout. Le même message, le même oubli de l'accent aigu sur le BE de chéri. Je le sais parce que j'ai remonté notre fil de discussion et que je les ai comparés côte à côte alors que j'étais assis sur le parking d'un Leroy Merlin. Et je suis resté là pendant 40 minutes à fixer mon téléphone comme s'il venait de m'annoncer qu'il me restait 6 mois à vivre. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi près d'Autun, en Bourgogne, un de ces coins de France où tout le monde se connaît et où beaucoup de gens sont de la même famille. Ma mère, Francine, était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce quand elle le voulait et vous faire sentir comme un meuble quand elle n'en avait pas envie. Elle avait cette capacité de vous faire sentir comme la personne la plus importante au monde pendant environ 11 secondes, puis d'oublier votre existence pour les 6 semaines suivantes. En grandissant, il y avait moi, ma petite sœur Chloé et notre père, Patrice, qui est décédé quand j'avais 19 ans. Une crise cardiaque à 51 ans. Il s'est effondré dans le garage alors qu'il changeait un pneu un samedi matin. Aucun avertissement, aucun au revoir, juste parti. Après la mort de papa, les choses ont changé. Chloé avait 16 ans à l'époque et vivait encore à la maison. Elle est donc devenue le centre de l'univers de maman par défaut. J'étais déjà en 2e année dans une école d'ingénieur à Lyon, cumulant de petits boulots pour couvrir ce que mes bourses ne payaient pas. Et je pense que dans l'esprit de maman, j'avais déjà quitté le nid. Comme si j'étais passé du statut de son fils à celui d'une connaissance avec qui elle partageait un peu d'ADN. Pendant ce temps, Chloé a tout eu. Pas de manière malveillante, du moins pas au début. Maman a simplement déversé toute l'énergie émotionnelle qui lui restait sur un seul enfant, et ce n'était pas moi. Je n'en ai pas voulu à Chloé pour ça. C'était une adolescente qui venait de perdre son père. Elle avait besoin de maman. Je comprenais cela. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi maman semblait éviter activement de créer des liens avec moi après ça. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts. Les visites ressemblaient à des obligations. Quand j'ai obtenu mon diplôme, elle est venue à la cérémonie mais a passé la majeure partie du temps au téléphone avec Chloé, qui n'avait pas voulu faire le trajet. Quand j'ai obtenu mon premier vrai poste d'ingénieur en génie civil dans un cabinet à Lyon, maman a dit « Oh, c'est bien, mon chéri ». Sur le même ton que vous utiliseriez si quelqu'un vous disait qu'il avait trouvé une place de parking correcte. Quand Chloé a été acceptée en CAP esthétique, maman a organisé une fête, une vraie fête avec un gâteau sur lequel était écrit « Future patronne » avec un glaçage rose. Écoutez, je ne tiens pas les comptes. D'accord, je tiens un peu les comptes, mais le fait est que ce schéma se construisait depuis plus d'une décennie. Et je n'arrêtais pas de me dire que c'était dans ma tête, que j'étais trop sensible. Que maman m'aimait. Qu'elle le montrait juste différemment. C'est ce que les psychologues appellent un mécanisme d'adaptation et ce que j'appelle se mentir à soi-même avec des mots plus chics. J'ai rencontré ma femme, Juliette, quand j'avais 26 ans. C'était une infirmière aux urgences qui n'avait absolument aucune patience pour les absurdités, ce qui était probablement la raison pour laquelle elle m'aimait bien, car j'étais la personne la plus raisonnable qu'elle ait jamais rencontrée. Juliette a été la première à dire à voix haute ce que je ressentais depuis des années. Nous rentrions en voiture d'un repas de la Toussaint chez maman. Et elle m'a regardé et a dit, « Elliot, ta mère te traite comme un voisin envers qui elle est polie. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu, « Elle n'est juste pas très douée pour montrer de l'affection. » Et Juliette a dit, « Elle a montré plein d'affection à Chloé. Elle a montré de l'affection au chien. Elle a montré plus d'affection à la tarte tatin qu'elle ne t'en a montré à toi. » Elle n'avait pas tort. Maman avait littéralement serré le plat à tarte dans ses bras quand Chloé l'avait apporté. Elle l'avait bercé comme un nouveau-né. Elle avait dit à Chloé qu'elle était un génie.
J'avais apporté une terrine maison sur laquelle j'avais passé 2 heures, et maman l'avait repoussée au fond du comptoir pour faire de la place à un sachet de petits pains achetés en grande surface. Mais j'ai continué à me présenter à chaque fête de famille, chaque anniversaire, chaque réunion. Je faisais les 2 heures de route aller-retour, j'apportais quelque chose d'attentionné, je posais des questions sur sa vie, j'aidais dans la maison, je réparais ce qui était cassé. Et à chaque fois, je repartais avec l'impression d'avoir assisté à une fête à laquelle je n'étais pas invité. Chloé se prélassait sur le canapé en parlant de ses ongles pendant que j'étais sous l'évier de la cuisine en train de remplacer un broyeur. Et maman passait juste devant moi pour demander à Chloé si elle voulait encore un peu de sirop. L'histoire du SMS d'anniversaire s'était en fait déjà produite auparavant, mais je ne l'avais pas remarqué. C'est Juliette qui s'en est rendu compte. Pour mon 31e anniversaire, maman m'a envoyé un SMS à 14 heures. Pas le matin, l'après-midi. Comme si elle s'en était souvenue quelque part entre le déjeuner et son feuilleton. Joyeux anniversaire, mon chéri. J'espère que ton année sera incroyable. Je l'ai montré à Juliette et elle a dit, c'est gentil. Et je l'ai cru parce que j'en avais envie. Puis, pour mon 32e anniversaire, presque exactement un an plus tard, le même SMS est arrivé. À 14h17. Je n'allais même pas le regarder de près, mais Juliette a attrapé mon téléphone, a plissé les yeux sur l'écran et a dit, « Attends, elle ne t'a pas envoyé exactement le même message l'année dernière ?» J'ai dit, « Pas possible. » Elle a répondu, « Fais défiler vers le haut. » Alors, je l'ai fait. Et il était là. Mot pour mot, la même faute d'orthographe, la même ponctuation, tout pareil. Elle ne l'avait même pas retapé. Elle était allée dans notre fil de discussion, avait trouvé le message de l'année dernière et l'avait renvoyé. Ou peut-être que son téléphone le lui avait suggéré automatiquement. Quoi qu'il en soit, elle ne s'en souciait pas assez pour m'écrire une nouvelle phrase. Une seule phrase pour l'anniversaire de son fils. J'ai répondu, merci, maman, et j'ai posé mon téléphone sur la console centrale. Et puis je suis resté assis là. Juliette était entrée dans le Leroy Merlin pour acheter des poignées de tiroirs pour la rénovation de la cuisine que nous faisions. Et je lui avais dit que j'attendrais dans la voiture. C'était un mensonge. Je veux dire, j'ai bien attendu dans la voiture, mais la raison n'était pas que je ne voulais pas entrer à l'intérieur. La raison était que je ne pouvais pas bouger. 40 minutes. C'est le temps que je suis resté assis là. Le moteur était éteint. C'était en plein mois d'août en Bourgogne, ce qui signifie que l'intérieur de cette voiture avait à peu près la température d'un four à chaleur tournante. Et je m'en fichais. Je suis resté assis là à transpirer et à fixer ces 2 SMS identiques. Et quelque chose s'est finalement fissuré à l'intérieur de moi. Pas cassé. Fissuré comme un barrage qui retient l'eau depuis 13 ans et qui finit par avoir cette première ligne de fracture traversant le béton. Je n'étais pas triste. Exactement. J'en avais juste fini. Fini de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Fini de faire semblant qu'elle changerait. Fini de faire semblant que d'être présent, d'être fiable et d'être le fils qui réparait les choses et ne se plaignait jamais finirait un jour par être suffisant. Quand Juliette est revenue à la voiture avec 2 sacs et un air confus, j'ai dit, je crois que j'en ai fini avec ma mère. Elle a posé les sacs sur le siège arrière, est montée, m'a regardé et a dit, d'accord, alors c'est terminé. Aucune dispute. Aucun, tu es sûr? Aucun mais c'est ta mère. Juste, d'accord, alors c'est terminé. C'est là que j'ai su que j'avais épousé la bonne personne. Mais voici la chose à propos d'en avoir fini avec quelqu'un. On n'actionne pas simplement un interrupteur et soudain la douleur disparaît. On actionne l'interrupteur et ensuite on doit s'asseoir dans le noir pendant un moment et essayer de comprendre où se trouvent tous les meubles. Après l'incident du SMS d'anniversaire, je n'ai pas fait de grande annonce. Je n'ai pas appelé maman pour lui faire des reproches. J'ai juste doucement arrêté de prendre des initiatives. Plus d'appels pour prendre des nouvelles. Plus d'offres pour faire la route et réparer des choses chez elle. Plus question d'être le premier à tendre la main. Je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour s'en rendre compte. Juliette a dit que je menais une expérience, et elle n'avait pas tort. Je me disais que j'avais juste besoin d'espace, mais au fond, je testais une théorie que j'avais peur de tester depuis des années. La théorie était simple. Si j'arrêtais de courir après l'attention de ma mère, elle ne viendrait pas la chercher. Et j'avais raison. 3 semaines ont passé. Rien.
Aucun appel, aucun SMS, aucun « Comment vas-tu ?» J'ai vérifié mon téléphone plus que je ne veux l'admettre pendant ces 3 semaines. Chaque fois qu'il vibrait, une part de moi, stupide et pleine d'espoir, pensait que ça pouvait être elle. Ce n'était jamais elle. C'étaient des appels indésirables, des mises à jour de mon application de football et Juliette qui m'envoyait des photos de crédences de cuisine. 5 semaines, 6, rien. La 7e semaine, j'ai reçu un SMS de Chloé, pas de maman, de Chloé, et il disait « Salut, maman veut savoir si tu viens pour la Toussaint. Elle m'a dit de te demander. Elle m'a dit de te demander. Pas elle veut te parler. Pas tu lui manques. » Elle a sous-traité la question à ma sœur comme si j'étais un fournisseur avec qui elle devait confirmer une livraison. J'ai longuement fixé ce SMS aussi. Mais cette fois, je n'étais pas triste. J'étais juste fatigué. J'ai répondu, dis à maman que si elle veut savoir, elle peut me le demander elle-même. Chloé a répondu avec un emoji pouce en l'air, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le sérieux avec lequel ma famille prenait mes sentiments. 2 jours plus tard, maman a appelé. La première fois en presque 2 mois. J'ai laissé sonner 2 fois parce que j'avais besoin d'une seconde pour respirer. Et puis j'ai décroché. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a commencé par « Chloé dit que tu fais des histoires pour la Toussaint. » Des histoires ? Je faisais des histoires parce que je voulais que ma mère m'appelle elle-même. J'ai pris une inspiration et j'ai dit « Je ne fais pas d'histoire, maman. Je pense juste que si tu veux m'inviter pour la Toussaint, tu pourrais prendre le téléphone toi-même au lieu d'envoyer Chloé comme messagère. » Il y a eu un silence. Et puis elle a dit « Eh bien, j'appelle maintenant, non ?» Comme si c'était censé être un tour d'honneur. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr pour la Toussaint. Elle a dit « Oh, donc c'est Juliette qui te met des idées dans la tête. » Et c'est là que la fissure dans le barrage s'est un peu élargie. J'ai dit « Personne ne me met des idées dans la tête. Je suis un homme de 32 ans. » Elle a ri. Elle a vraiment ri. Pas un rire méchant, plutôt un rire du genre « Oh s'il te plaît », ce qui était peut-être pire. Elle a dit « Elliot, tu as toujours été le sensible. Ton père était pareil. » Et puis, presque comme une réflexion après coup, « Fais-moi juste savoir pour la Toussaint. Chloé amène son petit ami et j'ai besoin d'un compte exact pour la dinde. » C'était tout. C'était tout l'appel. Aucun « ça m'a manqué de te parler. » Aucun « est-ce que tout va bien ? Je n'ai pas eu de tes nouvelles en 2 mois. » Juste la logistique de la Toussaint et un rejet désinvolte de tout ce que je ressentais. J'ai raccroché et je me suis assis sur le bord du lit, et Juliette est entrée, s'est assise à côté de moi et n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a demandé « Ça va ?» Et j'ai dit « Elle m'a comparé à papa. » Comme si être sensible était une maladie qu'il m'avait transmise. Juliette a posé sa main sur mon genou et a dit « Ton père avait l'air d'être un homme merveilleux. Si lui ressembler est la pire chose chez toi, je pense que tu t'en sors très bien. » J'ai failli craquer à ce moment-là, mais j'ai tenu bon, de justesse. J'ai fini par aller à la Toussaint parce que je suis un idiot. Juliette a essayé de m'en dissuader, mais j'avais cette illusion que peut-être qu'être face à face serait différent. Que peut-être que maman me verrait en personne et se souviendrait qu'elle avait un fils, pas seulement une fille et un homme à tout faire. Nous avons conduit les 2 heures jusqu'à sa maison, avons apporté un cheesecake au potiron sur lequel Juliette avait passé toute la matinée, et sommes entrés pour trouver la maison déjà pleine. Chloé était là avec son petit ami, Maxime, qui était exactement le genre de gars que vous attendriez de quelqu'un nommé Maxime. Poignée de main franche, vocabulaire limité, souriait beaucoup sans rien dire d'intéressant. Maman s'affairait autour d'eux comme s'ils étaient des membres de la royauté en visite. Elle avait sorti les photos de bébé de Chloé sur la table basse, ce qui était nouveau. Quand nous sommes entrés, maman a dit « Oh, Elliot, bien. Tu as réussi à venir. Tu peux vérifier le four ? Je crois que la température n'est pas bonne. » Pas de câlin. Pas de « contente de te voir. » Juste une demande d'entretien. Juliette a serré ma main si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser un doigt. J'ai vérifié le four. Il allait bien. La température était exactement ce qu'elle était censée être, ce qui était à la fois littéralement et métaphoriquement approprié. Le dîner a été la performance habituelle. Maman a passé tout le repas à interroger Chloé sur son salon d'esthétique, sur Maxime, sur leur appartement.
Elle a interrogé Maxime sur son travail dans un garage comme s'il décrivait une recherche pour un prix Nobel. Pendant ce temps, je venais d'être promu chef de projet dans mon entreprise, supervisant un projet d'infrastructure de 12 millions d'euros, et personne ne m'a rien demandé jusqu'à ce que Juliette dise « Elliot vient d'obtenir une grosse promotion ». Maman a dit « Oh, c'est super, mon chéri » sans lever les yeux de son gratin de haricots verts. Même ton, même désinvolture. Après le dîner, j'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle parce que, bien sûr, c'était ma place. Et Chloé est entrée pour reprendre du vin. Elle a dit, maman m'a dit que tu faisais le bizarre au téléphone. J'ai répondu, je demandais à être traité comme un membre de cette famille. Elle a levé les yeux au ciel, elle les a vraiment levés. Elle a dit, Elliot, tu ramènes toujours tout à toi. Maman t'aime. Elle ne sait juste pas comment gérer tout ton côté intense. Mon côté intense. J'ai dit qu'elle m'avait envoyé le même SMS d'anniversaire 2 années de suite. Sans même le retaper. Chloé a haussé les épaules. Et alors, elle a 63 ans. Elle n'est pas très douée avec les téléphones. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu exposer 13 ans de preuves, mais je plaidais ma cause devant un jury qui ne voulait pas l'entendre depuis plus d'une décennie. Alors, j'ai juste dit, ouais, peut-être que tu as raison. Et j'ai terminé la vaisselle. Le véritable point de rupture est survenu après le dessert. Nous étions tous dans le salon et maman a sorti un album photo, un que je n'avais jamais vu auparavant. Elle l'avait assemblé au cours de l'année écoulée, a-t-elle dit. Une collection de ses meilleurs souvenirs de famille. Elle a commencé à le feuilleter avec Chloé et Maxime, en racontant chaque photo, le premier gala de danse de Chloé, le bal de fin d'année du lycée de Chloé, la remise de diplôme de Chloé, Chloé à la plage, le premier jour de Chloé au salon, Chloé. Chloé, Chloé, page après page. Je suis resté assis là à attendre une photo de moi ou de papa ou de nous 4 ensemble. 23 pages. Pas une seule photo de moi. Pas une seule. L'album entier était un sanctuaire dédié à une seule fille et l'autre enfant n'y existait pas du tout. Juliette s'en est rendue compte avant moi. Elle était assise à côté de moi et je l'ai senti se figer. Ce genre d'immobilité où l'on sait que quelqu'un est furieux mais se contient. Elle m'a regardé et je pouvais le voir dans ses yeux. Elle me demandait si ça allait. Ça n'allait pas. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai fermé la porte à clé, je me suis appuyé contre le lavabo et je suis resté là, debout, à respirer. Je pouvais les entendre rire dans le salon. Maman racontait une histoire sur le spectacle de talent de Chloé en 5e. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit à voix haute, très doucement, tu n'es pas fou. C'est réel et tu mérites mieux que ça. Quand je suis revenu dans le salon, Juliette avait mis son manteau. Elle a dit, nous devrions y aller. Longue route. Maman n'a pas protesté. Elle a serré Chloé dans ses bras pour lui dire au revoir comme si elle partait à la guerre. Elle nous a fait signe depuis le perron. Elle a fait signe comme si nous étions les livreurs de pizza quittant l'allée. Nous étions à environ 30 minutes du trajet du retour quand Juliette a dit qu'il n'y avait pas une seule photo de moi dans cet album. J'ai dit, je sais. Elle a dit, pas une seule. J'ai dit, je sais. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute et puis elle a dit, Elliot. Je t'aime et j'ai besoin que tu m'écoutes quand je dis ça. Tu n'es pas le problème. Tu n'as jamais été le problème et tu n'es pas obligé de continuer à entrer dans cette maison et à faire semblant que ça ne te détruit pas à chaque fois que tu en sors. Je n'ai rien dit. J'ai juste conduit et quelque part près de la borne kilométrique 47 sur l'autoroute A6, j'ai commencé à pleurer. Pas fort, pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage dans le noir pendant que ma femme me tenait la main par-dessus la console centrale et ne disait pas un mot. Et c'était la dernière Toussaint que j'ai jamais passée dans cette maison. Les semaines qui ont suivi la Toussaint ont été difficiles. J'adorerais vous dire que j'ai quitté cette maison et que je me suis immédiatement senti libéré, comme si un poids avait été soulevé et que soudain les oiseaux chantaient et le soleil était plus brillant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti vidé, comme si quelqu'un avait évidé mes entrailles avec une cuillère et n'avait laissé que la coquille debout. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je dînais. J'allais me coucher. Répéter. Juliette m'observait avec cette inquiétude silencieuse qu'elle a. Le genre où elle ne pousse pas, mais où vous savez qu'elle est prête à la seconde où vous avez besoin d'elle. Noël est arrivé et est passé.
Je ne suis pas allé chez maman, je n'ai pas appelé. Elle a envoyé un SMS groupé à moi et Chloé qui disait « Joyeux Noël. Bisous mes chéris. » Mes chéris, au pluriel, ce qui signifiait soit qu'elle m'avait mis dans le même panier que Chloé, soit qu'elle avait eu l'intention de l'envoyer juste à Chloé et m'avait accidentellement inclus. Quoi qu'il en soit, c'était le genre de choses qui aurait été drôle si ça ne m'avait pas donné envie de jeter mon téléphone dans le Rhône. J'ai dit à Juliette que je voulais essayer la thérapie. Elle n'a pas fait de tour d'honneur à ce sujet, ce que j'ai apprécié. Elle a juste dit, je pense que c'est une bonne idée. Et m'a tendu son ordinateur portable pour trouver quelqu'un. J'ai trouvé un psychologue nommé Dr Lefebvre qui avait un cabinet à environ 10 minutes de chez nous et un profil en ligne qui disait qu'il était spécialisé dans la distance familiale et les enfants adultes de parents émotionnellement indisponibles. Cela ressemblait à une attaque personnelle, mais j'ai quand même pris rendez-vous. Le docteur Lefebvre avait la soixantaine, une barbe poivre et sel et parlait comme s'il avait tout le temps du monde. Lors de la première séance, j'ai passé 45 minutes à donner le contexte, et il a juste écouté. À la fin, il a dit quelque chose qui m'a frappé comme un TGV. Il a dit, « Elliot, on dirait que vous avez auditionné pour un rôle que votre mère a déjà attribué à quelqu'un d'autre, et peu importe la qualité de votre performance, vous n'obtiendrez jamais le rôle. » J'ai assimilé ça pendant environ 10 secondes, puis j'ai dit, « Eh bien, c'est dévastateur. » Il a dit, « Ça l'est, mais c'est aussi le début de quelque chose parce qu'une fois que vous arrêtez d'auditionner, vous pouvez commencer à vous produire pour un public qui veut vraiment vous voir. » La thérapie a débloqué des choses d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai commencé à reconnaître des schémas auxquels j'avais été aveugle. La façon dont j'avais toujours été le réparateur dans chaque relation, pas seulement avec maman. La façon dont je disais oui à tout au travail parce que j'étais terrifié à l'idée d'être perçu comme difficile ou ingrat. La façon dont je minimisais mes propres accomplissements parce qu'on m'avait appris à croire qu'ils n'avaient pas d'importance. Le docteur Lefebvre a appelé ça un conditionnement à l'invisibilité émotionnelle, ce qui ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, mais qui est en fait juste ce qui arrive quand votre parent vous traite systématiquement comme un bruit de fond. Vous commencez à croire que vous êtes un bruit de fond. La première chose qui a commencé à changer a été mon travail. J'étais un bon ingénieur depuis des années, solide et fiable, mais j'avais toujours laissé les autres s'attribuer le mérite, se mettre sous les projecteurs, présenter les grandes idées. Après quelques mois de thérapie, quelque chose a changé. Nous avons eu une réunion au sujet d'un nouveau projet municipal, une revitalisation des quais du Rhône qui allait être la plus grande chose que notre cabinet ait faite depuis une décennie. Mon patron, un type nommé Bernard, qui était dans le métier depuis 30 ans, a demandé si quelqu'un avait des idées sur les défis liés au drainage. Normalement, j'aurais attendu que quelqu'un d'autre parle en premier. Au lieu de cela, j'ai levé la main et j'ai exposé une solution à laquelle je pensais depuis des semaines. Un système de nous végétaliser en gradin intégré à un pavage perméable qui gérerait les eaux pluviales sans l'infrastructure souterraine massive que le plan initial prévoyait. La pièce est devenue silencieuse. Bernard m'a regardé pendant une longue seconde et a dit, « Elliot, pourquoi ne parlez-vous pas comme ça à chaque réunion ?» Je n'avais pas de bonne réponse à ça, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler. Les choses ont évolué rapidement après cela. Bernard m'a placé sur le projet des quais en tant que co-responsable, ce qui était une avancée massive. Je faisais des heures supplémentaires, mais pour la première fois depuis des années, le travail semblait avoir un sens. Je ne faisais pas juste un travail, je construisais quelque chose. Le projet a fait l'objet d'une couverture dans la presse locale, dans le Progrès, en raison de l'aspect environnemental, et le nom de notre cabinet était dans le journal. Mon nom était dans le journal. Juliette a encadré l'article et l'a accroché au mur de notre bureau, à côté de ses diplômes d'infirmière. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle a répondu, « Quelqu'un dans ta famille devrait être fier de t'afficher sur un mur. Autant que ce soit nous. » À peu près à la même époque, Juliette et moi avons découvert qu'elle était enceinte. Nous essayons depuis environ 1 an et, honnêtement, j'avais commencé à m'inquiéter que ça n'arriverait pas. Mais un matin, à la fin du mois de février, elle est sortie de la salle de bain en tenant le test avec cette expression sur le visage, à moitié souriante, à moitié en pleurs, et elle a dit, « Je suppose qu'on va le faire. » Je l'ai soulevée et je l'ai fait tourner dans la cuisine. Et pendant environ 5 minutes, tout dans le monde était parfait. Pas de dynamique familiale compliquée, pas de bagage émotionnel, juste 2 personnes qui s'aimaient découvrant qu'elles allaient avoir un enfant. La nouvelle de la grossesse s'est répandue rapidement dans notre entourage.
La famille de Juliette était aux anges. Sa mère, Josiane, planifiait déjà une fête prénatale avant même que nous ayons eu la première échographie. Son père, Henri, m'a appelé et a dit « Bienvenue au club, mon garçon. C'est le meilleur travail que tu auras jamais, et personne ne te forme pour ça. » Je connaissais la famille de Juliette depuis 6 ans, et il m'avait traité comme l'un des leurs dès le premier jour. Josiane se souvenait de mon anniversaire. Henri me posait des questions sur mes projets. Il me gardait une place à table sans qu'on le leur demande. Être avec eux était à la fois merveilleux et douloureux parce que cela me montrait exactement ce qui m'avait manqué. J'ai hésité à annoncer la grossesse à maman. Juliette a dit que c'était ma décision et qu'elle soutiendrait ce que je déciderais. J'ai tergiversé pendant 2 semaines. Une part de moi voulait lui dire pour lui donner une dernière chance d'être présente, de se soucier de nous, d'être une grand-mère. Une part de moi savait exactement comment ça se passerait. Finalement, je lui ai envoyé un SMS avec un message simple. « Salut maman. Je voulais que tu saches que Juliette et moi attendons un enfant, prévu pour octobre. » Elle a répondu 4 heures plus tard. « Oh, waouh. Félicitations. Dis bonjour à Juliette de ma part. » C'était tout. Aucune question de suivi. Aucun « Comment se sent-elle » Aucun « Est-ce que je peux venir vous voir » Aucun « Je vais être grand-mère ». Juste une phrase et demie qui aurait pu être une réponse à littéralement n'importe quelle nouvelle. J'aurais pu lui dire que j'avais acheté une nouvelle tondeuse à gazon et j'aurais obtenu la même réaction. Chloé m'a envoyé un SMS plus tard cette semaine-là. Maman m'a parlé du bébé. C'est génial. Puis, 2 minutes plus tard, au fait, maman a des problèmes d'argent. Elle pourrait avoir besoin d'aide avec la mensualité du crédit ce mois-ci. Juste pour info. Et voilà. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma mère depuis des mois. Et la première véritable chaîne de communication après l'annonce de mon bébé était accompagnée d'une demande d'argent, livrée par l'intermédiaire de ma sœur comme une demande de rançon. J'ai montré les SMS à Juliette. Elle les a lus, a posé mon téléphone et a dit un mot. Non. J'ai dit que je n'allais pas le faire. Elle a répondu, je sais, mais je voulais le dire à voix haute pour que tu l'entendes de quelqu'un d'autre que toi-même. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je n'ai pas répondu à la demande. Ce que j'ai fait, c'est continuer à construire ma vie. Le projet des quais était en avance sur le calendrier. Le ventre de Juliette grossissait. Nous avions peint la chambre du bébé d'un vert sauge doux, et Henri avait construit un berceau à la main dans son atelier. Le docteur Lefebvre et moi nous rencontrions toutes les 2 semaines, et chaque séance donnait l'impression de retirer une autre brique d'un mur que j'avais construit autour de moi. J'apprenais à occuper de l'espace, à me laisser voir, à accepter que la famille dans laquelle j'étais né ne définissait pas la famille que j'étais en train de construire. Un soir de juillet, Juliette et moi étions assis sur notre terrasse, elle avait ses pieds sur mes genoux et les cigales chantaient à tue-tête comme elles le font lors d'un été dans le sud. Elle m'a regardé et a dit, « Tu es différent. » « Tu le sais ?» J'ai dit, « Différent comment ?» Elle a dit, « Tu ris plus. Tu te tiens plus droit. Tu parles de ton travail comme si tu en étais vraiment fier. » J'ai réfléchi à ça pendant une seconde et j'ai dit, « Je crois que j'ai juste arrêté d'attendre la permission de compter. » Elle a souri et a dit, « Eh bien, ça te va bien. » Et juste là, sur cette terrasse, avec les cigales qui hurlaient et l'humidité assez épaisse pour y nager, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me suis senti suffisant. Notre fils Patrice est né le 9 octobre. Je l'ai nommé d'après mon père. 3,5 kg, une tête pleine de cheveux bruns et un cri à briser du cristal. Quand l'infirmière l'a posé sur la poitrine de Juliette, qu'il a arrêté de pleurer et qu'il l'a juste regardé avec ses yeux immenses, j'ai cru que mon cœur allait physiquement exploser. Je me suis tenu là, dans la salle d'accouchement, et je me suis fait une promesse. Je l'ai dit dans ma tête, mais je le pensais avec chaque cellule de mon corps. Cet enfant ne se demanderait jamais si son père l'aimait. Il ne s'assiérait jamais dans un parking pour analyser un SMS. Il n'aurait jamais à gagner mon attention ou à auditionner pour mon approbation. Il saurait chaque jour de sa vie qu'il avait de l'importance. La famille de Juliette a débarqué comme l'équipe de soutien la plus enthousiaste du monde. Josiane s'est présentée avec une semaine de repas surgelés. Henri venait un jour sur 2 pour tenir le bébé pendant que Juliette faisait la sieste. Nous étions épuisés, submergés et plus heureux que nous ne l'avions jamais été. Maman n'est pas venue, n'a pas appelé,
n'a pas envoyé de cadeau ni de carte. Chloé a envoyé un SMS de félicitations et a dit qu'elle viendrait nous voir bientôt. Elle ne l'a pas fait. Environ une semaine plus tard, maman a envoyé un SMS qui disait « J'ai entendu dire que le bébé était arrivé. J'espère que tout va bien. Envoie des photos quand tu auras le temps. J'ai entendu dire que le bébé était arrivé. » Comme si elle obtenait des informations de seconde main sur un événement météorologique dans une autre région. Je n'ai pas répondu. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait, et nous étions tous les deux trop amoureux de notre fils pour laisser cela gâcher le moment. La vie avec un nouveau-né est chaotique, mais cela a apporté une étrange clarté. Tout le bruit dans ma tête à propos de maman, sur le fait de savoir si j'étais trop sensible, est devenu plus silencieux parce que maintenant il y avait ce minuscule humain qui avait besoin de moi complètement et je n'avais pas la bande passante pour continuer à pleurer une relation qui était morte depuis des années. Le docteur Lefebvre a dit, parfois, devenir parent est ce qui vous donne enfin la permission de cesser d'être un enfant. Le projet des quais s'est achevé en novembre, avec 2 semaines d'avance et en dessous du budget. Bernard m'a emmené déjeuner et m'a dit que le cabinet créait un nouveau poste d'associé principal et qu'il voulait que je le prenne. C'était accompagné d'une augmentation significative, d'une participation au capital de l'entreprise et de mon nom sur l'entête officielle. J'ai appelé Juliette depuis le parking du restaurant et elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Puis elle a dit, Patrice vient de régurgiter sur moi et je m'en fiche complètement. C'est incroyable. J'étais dans la meilleure situation que j'ai connue de toute ma vie d'adulte. Une épouse formidable, un fils en bonne santé, une carrière en plein essor, une maison qui commençait enfin à ressembler à un foyer. Et c'est exactement à ce moment-là que maman a décidé de réapparaître. Cela a commencé par un appel téléphonique début décembre. Numéro inconnu, auquel je ne réponds normalement pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était Chloé. Elle appelait du téléphone d'une amie parce que le sien était coupé. Elle parlait vite et avait l'air stressée. Elle a dit, Elliot, il faut que je te parle de maman. Les choses vont mal. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par mal? Elle a dit que la maison de maman était en procédure de saisie immobilière. Elle avait du retard sur son crédit depuis presque 1 an. Elle avait contracté un deuxième prêt sur la maison il y a quelque temps et n'arrivait pas à suivre les paiements. La banque lui donnait 90 jours pour se mettre à jour où ils allaient lancer la procédure. Chloé a dit qu'elle avait aidé autant qu'elle le pouvait, mais Maxime l'avait quittée il y a 3 mois. Le salon où elle travaillait avait fermé et elle arrivait à peine à payer son propre loyer. J'ai écouté tout cela et j'ai ressenti exactement 2 émotions en même temps. De la tristesse parce que, quels que soient nos problèmes, c'était toujours ma mère et je ne voulais pas qu'elle perde sa maison. Et une reconnaissance lourde et amère que je savais exactement ce qui allait suivre. Chloé a dit, maman a besoin d'aide, Elliot. Elle ne te le demandera pas elle-même parce qu'elle est trop fière, mais elle a besoin d'aide. J'ai dit, Chloé, elle n'est pas trop fière. Elle ne pense tout simplement pas à moi à moins d'avoir besoin de quelque chose. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis Chloé a dit, ce n'est pas juste. J'ai dit, elle n'est pas venue quand mon fils est né. Elle n'a pas appelé. Elle n'a même pas envoyé de carte. Mais maintenant elle a besoin d'argent et soudain j'existe à nouveau. Dis-moi en quoi c'est juste. Chloé n'avait pas de réponse à cela. Elle a juste dit, c'est quand même notre maman, Elliot. Et j'ai dit, oui, elle l'est. Et j'essaie de faire en sorte qu'elle se comporte comme telle depuis 13 ans. Après avoir raccroché, j'ai tout raconté à Juliette. Elle a écouté, les bras croisés, debout dans la cuisine avec cette expression qu'elle a quand elle traite une information. Et vous avez intérêt à ne pas l'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, à quoi penses-tu? J'ai répondu, je pense que je veux aider parce que c'est la bonne chose à faire, mais je ne veux pas être un carnet de chèques qu'ils ouvrent quand ça les arrange et qu'ils ferment quand ils n'ont plus besoin de moi. Juliette a hoché la tête et a dit, alors ne le sois pas. Si tu vas faire quelque chose, fais-le à tes conditions, pas aux leurs. J'ai passé les 2 semaines suivantes à y réfléchir. J'ai parlé au docteur Lefebvre qui m'a rappelé que poser des conditions n'est pas égoïste, c'est de l'instinct de conservation. J'ai parlé à Henri qui a dit quelque chose de simple mais de sage. Il a dit, mon garçon, tu peux aider quelqu'un sans le laisser te marcher sur les pieds. Tu dois juste t'assurer que les règles du jeu sont claires avant le premier pas. J'ai parlé à un conseiller financier du cabinet qui m'a aidé à comprendre ce qu'il faudrait réellement pour mettre à jour le crédit de maman. C'était beaucoup.
Pas un montant qui nous mettrait en faillite, mais un montant qui signifierait un véritable sacrifice, retardant nos propres projets. Et puis j'ai eu une idée, pas une idée de vengeance, pas une idée mesquine, juste une idée très claire, très directe. Si j'allais aider à sauver la maison de maman, je n'allais pas le faire dans l'ombre pendant qu'elle faisait semblant que je n'existais pas. Elle allait devoir me regarder en face. Elle allait devoir avoir une vraie conversation. Et pour une fois dans ma vie, j'allais dire tout ce que j'avais retenu. J'ai rappelé Chloé la semaine suivante et je lui ai dit que j'étais prêt à aider, mais que j'avais des conditions. Premièrement, maman devait m'appeler elle-même, pas de SMS. Pas par l'intermédiaire de Chloé. Elle devait prendre le téléphone et appeler son fils. Deuxièmement, nous allions avoir une conversation en personne chez elle où nous parlerions de tout, pas seulement de l'argent, de tout. Les années passées à être ignorées, les SMS d'anniversaire, l'album de la Toussaint, le bébé qu'elle n'était jamais venue rencontrer, tout. Et troisièmement, elle devait rencontrer Patrice. Elle avait un petit-fils sur lequel elle n'avait jamais posé les yeux. Et si elle voulait mon aide, elle allait devoir s'asseoir dans une pièce avec lui et faire face à ce qu'elle avait manqué. Chloé est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, elle ne va pas aimer ça. J'ai dit, elle n'est pas obligée d'aimer ça. Ce sont mes conditions. Une autre pause. Puis Chloé a dit, je vais lui parler. J'ai dit, non, elle m'appelle. C'est la condition numéro 1. Et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était maman. Elle est restée silencieuse quand j'ai décroché et pendant une seconde, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, Elliot. Et j'ai répondu, salut, maman. Et elle a dit avec une voix qui semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue, Chloé m'a dit que tu voulais parler. J'ai répondu, c'est le cas. Elle a fait une nouvelle pause et a dit, d'accord. Quand je lui ai dit que je ferais la route ce samedi-là, elle a dit, d'accord. Et puis, presque comme si ça lui coûtait de le dire, elle a ajouté, amène le bébé. J'ai raccroché et j'ai regardé Juliette, qui écoutait à l'autre bout de la pièce avec Patrice endormi sur son épaule. Elle a haussé un sourcil et a dit, elle a appelé. J'ai dit, elle a appelé. Juliette a dit, comment te sens-tu? J'y ai réfléchi une seconde et j'ai dit, comme si j'allais passer un examen final pour lequel j'ai étudié toute ma vie. Elle a dit, tu vas t'en sortir à merveille. Puis elle m'a embrassé sur le front et a dit, et si elle commence quoi que ce soit, je serai dans la voiture avec le moteur en marche. Ce samedi matin, j'ai chargé la voiture. Patrice sur la banquette arrière dans son siège auto, fixant son propre poing comme si c'était l'objet le plus fascinant de l'univers. Juliette a fait le trajet avec moi, mais a dit qu'elle resterait dans la voiture pour la première partie parce que c'était quelque chose que je devais faire seul avec maman. Je n'ai pas protesté. J'ai conduit pendant 2 heures avec les mains crispées sur le volant et un discours dans la tête que j'avais répété 100 fois. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste. J'étais juste prêt. Maman se tenait sur le perron quand je me suis garé dans l'allée. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Elle portait un gilet que j'ai reconnu de mon enfance. Ce vieux truc vert olive avec des boutons en bois qu'elle portait quand elle s'asseyait sur le perron avec papa. J'ai coupé le moteur, j'ai pris une grande respiration et je suis sorti. Elle a regardé le siège auto à l'arrière, et son visage a exprimé quelque chose de compliqué. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait des larmes. J'ai détaché Patrice, je l'ai serré contre ma poitrine et j'ai monté les marches du perron. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, il ressemble à ton père. J'ai dit, il s'appelle Patrice. C'est là que son visage s'est décomposé. Elle a couvert sa bouche d'une main et a dit, oh, Elliot. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Pas encore. J'ai dit, on peut entrer. Elle a hoché la tête et a tenu la porte ouverte et j'ai porté mon fils dans la maison où j'ai grandi et je me suis assis sur le canapé où je regardais des dessins animés avec mon père le samedi matin. Nous nous sommes assis dans le salon, moi sur le canapé avec Patrice sur les genoux. Maman dans le fauteuil en face de moi. Chloé n'était pas là. Je lui avais dit que c'était entre maman et moi. La maison avait l'air fatiguée. La peinture s'écaillait dans le couloir, une tache d'eau sur le plafond que je n'avais pas remarqué auparavant, le robinet de la cuisine qui goûtait dans le silence. Maman a croisé les mains sur ses genoux et a dit, « Je suppose que tu veux parler de l'argent. » J'ai dit, « Non, je veux d'abord parler de tout le reste. » Elle a cligné des yeux.
Je voyais bien qu'elle s'était préparée à une conversation financière, peut-être à une légère culpabilisation, peut-être à une négociation rapide. Elle ne s'était pas préparée à ça. J'ai dit, maman, j'ai besoin de te dire certaines choses, et j'ai besoin que tu écoutes, tout simplement. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête lentement, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir le faire, mais qu'elle allait essayer. Alors, je lui ai tout dit. Les années à me sentir invisible, à faire 2 heures de route pour réparer des choses dans sa maison et à ne jamais me faire demander comment j'allais. Les SMS d'anniversaire identiques et les 40 minutes sur un parking. L'album photo de la Toussaint avec 23 pages et pas une seule photo de moi. Lui dire que j'avais eu une promotion et obtenir moins d'enthousiasme que ce qu'elle montrait pour le vernis à ongles de Chloé, lui dire que j'allais être père et recevoir une réponse plus courte qu'un message publicitaire. La naissance de Patrice, le plus beau jour de ma vie, et sa propre grand-mère qui n'appelle pas. J'ai gardé une voix posée tout le temps. Pas de cris, pas de larmes, juste des faits énoncés l'un après l'autre comme on pose des briques. Et à chaque fait, je voyais le visage de ma mère changer. La défensive qui était là au début, le léger redressement du menton, la posture de « c'est parti », tout ça a fondu. Au moment où j'en suis arrivé à la partie sur Patrice, elle pleurait. Des pleurs silencieux, réguliers, le genre qui vient de quelque part de profond et d'ancien. Quand j'ai eu fini, j'ai dit, je ne te dis pas ça pour te blesser. Je te le dis parce que j'ai passé 13 ans à faire semblant que ça ne me blessait pas, et je ne peux plus faire ça. J'ai un fils maintenant. Et j'ai besoin qu'il grandisse dans une famille où les gens disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Patrice a gazouillé sur mes genoux et a attrapé mon doigt, ce qui était le seul son dans la maison à part ce robinet qui fuyait. Puis, maman a dit, je ne savais pas. J'ai répondu, tu n'as pas demandé. Elle a tressailli à ces mots, puis elle n'a pas argumenté. Elle a dit, après la mort de ton père, je crois que quelque chose s'est cassé en moi. Chloé était juste là, et elle avait besoin de moi de manière que je pouvais comprendre. Elle était bruyante à ce sujet. Tu as toujours été si silencieux. Elliot. Si autonome. Tu n'avais jamais l'air d'avoir besoin de rien. J'ai dit, j'avais besoin de toi, maman. J'ai juste arrêté de demander parce que la réponse était toujours non. Ça l'a frappée de plein fouet. Elle a dit, je suis tellement désolée. Et je l'ai cru, non pas parce que les mots étaient magiques, mais à cause de la façon dont elle les a dit, comme s'ils étaient arrachés d'elle-même contre des années de fierté et d'auto-illusion. Elle a dit, je ne sais pas comment réparer ça. J'ai dit, tu peux commencer par être honnête sur ce qui s'est passé, pas seulement avec moi, avec toi-même. Elle a regardé Patrice, qui s'était endormi contre ma poitrine, le poing enroulé autour de mon col. Elle a dit, je peux le tenir? J'ai hésité parce que ce moment ressemblait à une ligne qu'on était en train de tracer. D'un côté, il y avait tout ce qui s'était passé avant. De l'autre, c'était ce qui allait suivre. Je le lui ai tendu. Elle l'a tenu contre son épaule, a fermé les yeux et l'a bercé. Et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis des années. La reconnaissance non pas du bébé, mais de ce qu'elle avait manqué. Au bout d'un moment, j'ai dit, à propos de la maison. Elle a secoué la tête. Elle a dit, tu n'es pas obligé. Je ne t'ai pas appelé à cause de la maison. J'ai dit, je sais que c'est pour ça que Chloé a appelé, mais je ne fais pas ça pour Chloé. Je fais ça parce que papa aurait voulu que cette maison reste debout et parce que Patrice mérite de rendre visite à sa grand-mère à l'endroit où son grand-père a vécu. Elle a recommencé à pleurer à ce moment-là et cette fois, je l'ai laissé faire. Je lui ai dit que je mettrais le crédit à jour, mais que j'avais des conditions qui ne concernaient pas l'argent. Je voulais avoir de ces nouvelles régulièrement, pas par l'intermédiaire de Chloé, de vraies conversations. Je voulais qu'elle vienne à Lyon, qu'elle rencontre la famille de Juliette et qu'elle voie la vie que j'avais construite. Je voulais qu'elle soit une vraie grand-mère, pas un concept de grand-mère. Et je lui ai dit que si elle retombait dans ses anciens schémas, je partirais. Pas par colère, par respect pour moi-même. Elle a accepté tout ça. Quant à savoir si elle pourrait tenir ses promesses, c'était une autre question, mais à ce moment-là, elle a accepté et elle était sincère. Avant que je parte, elle m'a demandé d'attendre. Elle est allée dans la chambre du fond et est revenue avec une petite boîte en carton. Elle l'a ouverte sur la table de la cuisine et à l'intérieur, il y avait des photographies, des dizaines.
des photos de moi bébé, de moi et papa dans le jardin, de moi au concours de sciences de mon collège, de moi en toge et en toque lors de la remise de diplôme. Elle a dit, je ne pouvais pas les mettre dans l'album. Chaque fois que je les regardais, je voyais ton père et je ne pouvais pas le supporter. Elle a fait une pause. J'ai mis Chloé dans l'album parce que la regarder ne faisait pas mal. Te regarder me rappelait toujours ce que j'avais perdu. Ce n'était pas une excuse. Elle le savait et je le savais. Mais c'était une raison. Et parfois, une raison est suffisante pour commencer à construire un pont, même si le pont met beaucoup de temps à être terminé. J'ai emporté la boîte de photos avec moi. Juliette attendait dans la voiture avec 2 cafés froids et une expression sur le visage qui disait qu'elle surveillait la maison comme un faucon depuis 90 minutes. Je suis monté, j'ai mis Patrice dans son siège auto et je suis resté assis là pendant une seconde. Elle a dit, comment ça s'est passé? J'ai dit, elle a tenu le bébé. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle m'a montré des photos de papa qu'elle cachait parce que les regarder faisait trop mal. Juliette a assimilé cela, puis a dit, et la maison? J'ai répondu, nous allons aider, à nos conditions. Elle a hoché la tête. De bonnes conditions? J'ai dit, les meilleures que j'ai pu obtenir. Elle a répondu, alors, elles sont assez bonnes. C'était il y a 8 mois. Maman a appelé tous les dimanches depuis. Tous les appels ne sont pas géniaux. Certains sont gênants. Certains sont courts. Mais elle appelle. Elle est venue à Lyon au printemps et a tenu Patrice dans notre jardin pendant que Josiane servait de la citronnade et que Henri lui montrait le berceau qu'il avait construit. Elle a encore pleuré, mais cette fois, c'était des larmes différentes. Elle et Juliette ne sont pas les meilleures amies du monde, mais elles sont cordiales et maman a dit à Juliette que sa recette de cheesecake au potiron était la meilleure qu'elle ait jamais goûtée, ce qui, venant de Francine, est fondamentalement une déclaration d'amour. Chloé et moi sommes aussi en meilleurs termes. Nous avons eu notre propre conversation, plus courte, où je lui ai dit que m'utiliser comme distributeur de billets et services de messagerie n'était pas une relation. Elle s'est défendue au début, mais finalement, elle a dit, je crois que je me suis habituée à être la préférée, et je n'ai pas pensé à ce que ça impliquait pour toi. Ce n'était pas de vraies excuses complètes, mais c'était un début. La maison est toujours debout. Maman effectue ses paiements. Patrice marche à 4 pattes maintenant et a une personnalité qui est à parts égales l'entêtement de Juliette et la curiosité de mon père. Il se hisse sur les meubles et vous regarde avec cette expression comme s'il essayait de comprendre comment fonctionne le monde entier. Je le regarde parfois et je pense à ce SMS d'anniversaire, celui qui a tout déclenché. Les mêmes mots, la même faute de frappe, copié-collé comme si j'étais un élément sur une liste de tâches à accomplir. Ça semble si petit maintenant, mais parfois les petites choses sont celles qui vous obligent enfin à prêter attention. Dimanche dernier, maman a appelé et à la fin de la conversation, elle a dit « Bon dimanche, mon cœur ». Et le truc, c'est qu'elle l'a dit comme si elle le pensait vraiment. Pas un copier-coller, pas du recyclé, tout neuf, juste pour moi. Commentaire, ce que j'ai partagé avec vous est profondément personnel. J'ai appris que le respect de soi n'est pas négociable, même au sein de sa propre famille. Poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais une nécessité pour se protéger. Le véritable changement s'est opéré lorsque j'ai cessé d'attendre que les autres changent et que j'ai pris la responsabilité de mon propre bien-être. La guérison ne signifie pas toujours oublier, mais plutôt apprendre à vivre avec le passé sans le laisser définir notre avenir. J'ai découvert que l'on peut construire son propre bonheur et s'entourer d'un amour sain et choisi. Parfois, la plus grande bienveillance que l'on puisse s'accorder est de privilégier sa tranquillité d'esprit. J'espère que mon parcours pourra vous inspirer à évaluer ce que vous méritez vraiment. Vous êtes en droit d'exiger d'être traité avec amour et considération. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.